Bonjour tout le monde. Merci d'être là. C'est vraiment agréable de tous vous voir aujourd'hui. En si peu de temps, entre autres, de vous inviter. Vous savez qu'on a un grand événement. Puis c'est une première au niveau de l'UPA, à la Maison des producteurs agricoles. Il faut expliquer ici, la Maison de l'UPA, c'est la maison de tous les producteurs agricoles du Québec. C'est qu'on va vivre quelque chose vraiment d'une première, entre autres, puis quelque chose vraiment, vous allez voir, ça va être agréable. Moi, j'ai eu la chance de discuter, là, puis ça va être vraiment sympathique et très agréable. Mais sans plus tarder, on a la chance d'avoir avec nous la ministre de l'Agriculture, Mme Marie-Claude Bibeau. Merci, Marie-Claude. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement, Marie-Claude. Ouais. Alors, Marie-Claude, je te laisse. À toi. Merci, Martin. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mais moi, je suis du vieux stock pour vous autres. Maintenant, on est habitués de se voir, je vous connais. Mais là, on a vraiment de la belle visite, de la grande visite aujourd'hui. Vous savez, le premier ministre vient nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, moi, je vous suggère de lui parler de vous autres. Ce qu'il veut, dans le fond, avec cet exercice-là, c'est de vous entendre. Comment ça va dans le champ? Comment vous allez? Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est quoi vos rêves? C'est ça qu'il a envie d'entendre. Puis moi, ça va m'être bien, bien utile qu'ils comprennent bien aussi. Parce que moi, je le relais, ce message-là. Mais c'est jamais aussi bon que quand c'est vous autres qui nous expliquez comment ça va, c'est quoi vos rêves, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aussi. Alors, c'est une conversation, vous allez voir, il est super sharp, il est super le fun. Ça va être très, très amical comme conversation. Et puis, ben, prenez pas trop de temps non plus pour laisser d'autres personnes faire des petits commentaires et poser des questions. Alors, sur ce, je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir le premier ministre du Canada, l'honorable, le très honorable Justin Trudeau. Merci, Marie-Claude. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés de tous les différents coins du Québec pour venir participer à cette rencontre. Pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir être ici pour entendre vos préoccupations, peut-être répondre à quelques questions, mais surtout avoir un petit peu l'heure juste sur ce qui se passe à travers le Québec pour comprendre un petit peu les défis auxquels font face les producteurs. Je sais qu'on a eu des années difficiles, mais je peux aussi vous dire que vous êtes très, très bien représenté autour de la table du Conseil des ministres. Marie-Claude s'assoit à côté de moi. À un moment donné, elle m'a dit, OK, c'est quoi? Il y a toujours une hésitation. OK, est-ce qu'on s'assoit à côté du boss ou non? Là? Mais elle se dit, non, je m'assois à côté de toi. Et donc, sur quasiment n'importe quel enjeu, je sais qu'elle va se pencher vers moi et dire, oui, puis les travailleurs étrangers temporaires pour les producteurs, là, il faut fignoler ça. Elle amène cette perspective rurale, cette perspective des gens qui sont pas souvent entendus au gouvernement. Et pour moi, de t'avoir à mes côtés, Marie-Claude, et surtout de savoir que tu es si proche de ce beau monde, pour moi, est extrêmement important. Et donc, je suis très content de pouvoir être ici pour vous côtoyer un petit peu aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois qu'un premier ministre vient à la Maison des producteurs ici à l'UPA, et c'est un grand privilège pour moi. Alors, sur ça, oui, ça a été des années difficiles, mais avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec maintenant l'inflation et les taux d'intérêt, ça met énormément de pression. Au même moment que vous êtes en train de vivre des transformations de l'industrie, des transformations au niveau du développement durable, des changements au niveau du contexte international et évidemment beaucoup de pression par rapport à une relève qui veut, mais qui n'est pas trop sûre qu'ils veulent. Et cette réalité que vous vivez est extrêmement importante pour nous. Tout pays doit pouvoir se nourrir, et on l'a compris particulièrement bien pendant la pandémie, où les chaînes d'approvisionnement à travers le monde ont été tellement bouleversées qu'on devait savoir qu'on est assez résilient, qu'on a la capacité d'être là les uns pour les autres ici. Et ça a mis l'emphase aussi pour beaucoup de gens sur l'importance d'appuyer le local, d'être là pour ceux qui travaillent si fort pour soutenir les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. Donc, pour moi, comme j'ai dit, je suis très, très content d'être ici.
Et je ne veux pas prendre plus de temps en discours, puis on va commencer la conversation. Je veux vraiment entendre de vos histoires et de vos perspectives et comment vous pensez que le gouvernement fédéral peut continuer d'être là pour vous aider et réfléchir de la façon qu'on peut travailler ensemble pour mieux desservir les Québécois et tous les Canadiens. Sur ça, on va commencer avec des questions. On va commencer ici, puis on va faire des tours. Oui. Oui, je pense que c'est allumé. Tu t'appelles comment? Oui. Moi, c'est Maggie Lamotte-Boudreau. Je suis apicultrice. Mon entreprise, c'est Rayon de miel. Je suis en Chaudière-Appalaches. Dans le fond, merci beaucoup de t'être déplacé ici à l'UPA pour venir discuter avec nous. Moi, dans le fond, au niveau de l'apiculture, j'ai aimé t'entendre parler de tout ce qui est de l'inflation, tout ça. Sauf que nous, en plus, on a une autre réalité qu'on vit annuellement, c'est les pertes considérables qu'on vit au niveau des ruches. C'est très difficile pour les apiculteurs de vivre ça continuellement, année après année. C'est dur sur les familles qui vivent de ça. C'est dur pour les producteurs. Moi, je suis productrice de reines dans ma région. Puis souvent, j'ai des apiculteurs qui viennent chez moi puis qui me parlent de leur réalité puis qui ne sont même pas sûrs qu'ils vont prolonger, en fait, l'existence de leurs entreprises encore une autre année si ça se reproduit encore. Je me demandais si, en fait, au travers de tout ça, au travers de notre réalité, parce qu'il y a tellement de productions dans la salle ici qui dépendent des apiculteurs par rapport à la pollinisation qu'on fait pour eux. Je me demandais si le fédéral avait des solutions peut-être concrètes pour venir nous aider au travers de ce moment difficile-là. Puis, on se demandait aussi si le fédéral ne pourrait pas regarder au niveau d'investissement majeur dans la recherche apicole pour venir réduire cet impact-là considérable qu'on vit année après année. Si on peut avoir de la recherche qui trouve des solutions concrètes qu'on peut appliquer à la ferme, on va pouvoir réduire ces pertes-là. On va pouvoir aller répondre à la demande de pollinisation des bleuets, entre autres, des canneberges, des fraises, des pommes, puis j'en oublie, là. Donc, je ne sais pas, Justin, peut-être que tu peux me dire ta vision des choses. Certain, Maggie, mais j'aurais une question pour toi d'abord. Je sais, j'ai un ami qui est un de mes grands amis qui est apiculteur de distraction, pas professionnel, mais c'est normal qu'on ait une certaine perte d'abeilles à chaque année. Est-ce que c'est plus grave maintenant? C'est beaucoup plus sérieux? Et est-ce que ça fait quelques années que ça s'empire? Est-ce qu'on a des idées? Ça vient de quoi? Je sais que ça fait longtemps qu'on parle de néoniques, on parle de changement climatique, on parle de pression sur les abeilles depuis des années, des décennies. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'empire ces jours-ci? Bien, l'année dernière, l'hiver 2021, on a eu 50 de pertes de colonies au Québec et au Canada. Donc, c'est la moitié des colonies canadiennes qui sont mortes. On pense que c'est surtout relié aux parasites et aux maladies des ruches, les virus qui sont transportés, entre autres, par exemple, par le varroa. Le varroa en tant que tel, on manque de ressources au niveau des traitements pour ce parasite-là. C'est extrêmement difficile de gérer les traitements parce qu'il y a des moments dans l'année où on ne peut pas appliquer certains traitements parce que ça va contaminer le miel. Fait que ça, il y a aussi les changements climatiques au travers de tout ça. En 2020, on a eu un été incroyable. Je ne sais pas si tu t'en souviens, ça a commencé vraiment en avril, où on avait des températures de 20 degrés Celsius. 2020 était pas mal tough à bien des niveaux. Oui, en effet. Mais en plus, cette belle température-là a permis au varroa vraiment d'avoir des semaines de reproduction supplémentaires. Donc, sa population double aux 2 ou 3 semaines. Fait que là, ces changements climatiques-là ont eu des impacts sur notre production aussi. Puis là, rajoute à ça, là, dans l'Ouest, commence à avoir des problèmes aussi avec les pesticides qui se retrouvent dans le miel, qui sont appliqués, par exemple, sur le canola. On avait des exportations au Japon, mais là, on s'est fait fermer la porte temporairement parce que là, ils retrouvent des pesticides comme le quinclorac dans le miel qu'on envoyait au Japon. Fait que là, ça a des impacts, oui, dans l'Ouest, mais sur nous aussi au Québec, parce que là, si on n'a plus ces sorties-là pour exporter le miel, nos prix chutent, on se ramasse. Ça devient extrêmement difficile là, au niveau des pesticides aussi, là.
Ben, écoute, on le sait que c'est un problème extrêmement grave et les gens commencent à se rendre compte à quel point on a besoin des abeilles en santé et des apiculteurs qui puissent faire leur travail pour que tout le reste puisse fonctionner. Le gouvernement fédéral a une responsabilité très importante au niveau de la recherche et de la science aussi. Donc, absolument, on peut et on va faire des suivis là-dessus. Là. On sait que comprendre l'impact des changements climatiques, l'impact des pesticides, comment vous outiller pour pouvoir continuer à réussir, protéger les ruches et poursuivre. Absolument, j'en prends note. Et oui, non, on redonne... Je vais rajouter un petit détail que je pense qui est vraiment crucial aussi par rapport aux mortalités. On est une des rares productions qui a énormément d'importations d'abeilles qui proviennent de d'autres pays. Ça peut amener son lot de problématiques parce que la sélection qui se fait aussi au niveau de d'autres pays n'est pas nécessairement adaptée au Québec. Je vais donner un exemple anodin. Par exemple, les abeilles d'Hawaï ne sont pas prêtes à hiverner. OK, ils t'offrent pas, ils ont de la misère avec nos hivers canadiens. Donc là, ça c'est une autre source de mortalité. Je pense que ça serait peut-être intéressant, peut-être par la recherche ou en tout cas, de trouver une façon d'être autosuffisant là, en abeilles. Là. Je suis tout à fait d'accord. Puis je te remercie énormément, Maggie, de m'avoir souligné cette problématique-là. Merci beaucoup. Une autre question? Oui. Bonjour, moi, mon nom, c'est Leila Arbour. Je suis de la Gaspésie. Moi, je vais vous parler de la réalité de la relève parce que en ce moment, c'est ce que je vis puis c'est ce que je vois autour de moi. Là. Je suis dans une région éloignée, donc les coûts de transport ont augmenté. C'est incroyable. Les coûts des intrants, à la base. Donc, tout le monde est au courant. On ne peut pas reléguer la facture aux autres parce que, voilà. En ce moment, autour de moi, j'ai beaucoup de relèves qui paniquent. Ça va pas bien. Mais vraiment pas. Tu sais, on sent dans l'agriculture, on a ce rêve-là, on a cette passion-là au cœur, on se dit « Wow, hey, je vais vivre quelque chose, je vais avoir une qualité de vie, je vais pouvoir amener mes enfants. » Tu sais, on a comme une vision de ça positif. On se dit que oui, on va avoir des difficultés, mais tu sais, qu'on va passer au travers parce que nos parents l'ont fait, etc. Là, on arrive à un cap où est-ce qu'il y en a plus, là. Tu sais, à partir du moment où est-ce que tu n'as pas de qualité de vie, tu n'as plus de moyens financiers, tu n'as plus de vie sociale, tout ce que ça fait, c'est une relation toxique. Puis ici, on nous répond qu'on a une passion, qu'on est donc passionné. C'est le fun, là. Bien heureuse. Là, nos aides financières, c'est des prêts. On est tout à côté, là. On est tout en train d'étouffer. Puis on nous offre des prêts. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, là, mais il faut faire quelque chose parce que nous, on est en train de perdre des entreprises. Puis si on fait juste perdre les entreprises, ça va être beau parce qu'il y en a tout le temps un qui va se tuer. Là. On s'entend. Là. Il y en a tout le temps un qui va faire le move ou qui va essayer. Puis notre travailleuse de rang, là, elle a 3 jours semaine en ce moment. Elle fait la Gaspésie puis les îles. C'est grand. Puis elle est débordée. J'ai pas de solution miracle, mais on a besoin d'aide. Vraiment. OK, mais pas de solution miracle. On va... Non, on laisse, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vois comme piste de solution? Là? Si des prêts à faible intérêt ou à zéro intérêt, c'est pas assez, est-ce que... Bien, en fait, en ce moment, on n'a pas ces prêts-là. Là. Non, c'est... Ben, je te demande, là. C'est vrai, on en a eu pour la pandémie, mais on a aussi... Oui, bien, ces prêts-là, il faut les rembourser l'automne prochain. Et on est en train, justement, d'en discuter pour pouvoir étirer, parce qu'on reconnaît à quel point, avec l'inflation, avec les taux d'intérêt où ils sont maintenant, là, on est dans une conjoncture extrêmement difficile pour tout le monde. Les familles ne peuvent pas payer plus leurs emplettes, mais les producteurs ne peuvent pas couvrir leurs entrants. Je comprends ça. Qu'est-ce que tu vois comme aide qui pourrait être amenée, là? C'est sûr qu'une aide financière pour les régions, parce que moi, je suis en région éloignée. Fait que c'est sûr que je vois la facture de transport qui m'est reléguée. Ça, c'est énorme. C'est vraiment gros, là. T'sais, de voir une palette qui était 250 passer à 400$, c'est beaucoup. Ensuite, toutes les aides qu'on a en ce moment en prêt, je ne sais pas si c'est possible d'augmenter le pourcentage de subventions
Tu sais, 50 oui, on apprécie, c'est vraiment le fun, sauf qu'il y a l'autre 50 qu'il faut financer. Là. En tant que relève, là, ça va déjà pas bien. Fait que, tu sais, de l'aide financière, c'est sûr, de l'aide psychologique aussi. Bien, non, merci beaucoup, Léla. D'abord, s'il y a une entreprise qui ferme ou un magasin sur un coin de rue qui ferme, on peut toujours espérer que quelqu'un d'autre va venir le prendre. Mais si une ferme qui ferme, si un producteur qui laisse, ce n'est pas automatique que ça va continuer. Donc, d'appuyer la relève, là, de s'assurer qu'il y a des gens qui veuillent, des gens qui le font et des gens qui restent pour préparer la prochaine génération aussi, c'est essentiel. Il y a des pays dans le monde qu'on est en train de voir qui ont laissé aller leur production agricole et sont maintenant en situation de crise épouvantable parce que ils n'ont pas choisi d'appuyer de la bonne façon leurs producteurs. On a fait ça d'une certaine façon pendant longtemps, pendant des décennies. Ça a assez bien fonctionné pour le monde dans lequel on était. Là, il va falloir qu'on commence à regarder d'autres façons de le faire parce qu'on veut, tu sais, la génération de jeunes qui rentre, comme toute génération, il y a différentes priorités. Il y a un désir de qualité de vie, de famille, d'autres choses. Il y a aussi des choix. Il y a plus de choix. On a une pénurie de main-d'œuvre. Les gens n'ont pas juste le choix de travailler dans la production agricole. Ils peuvent aller ailleurs aussi. Alors, on veut et on doit, en tant que société, valoriser la production agricole avec une fierté, oui, de vouloir acheter local et d'être fier de nos producteurs agricoles, mais aussi, il faut comprendre que si on veut préserver ça, il faut investir dedans. C'est pour ça que on vient de faire une annonce de 3,5 milliards avec les provinces pour le développement de l'agriculture durable, pour l'avenir, mais ça va prendre d'autres investissements. Alors, je t'entends très clairement sur ce besoin urgent, surtout pour les jeunes, pour la relève. Et je vais certainement en parler avec Marie-Claude. Mais oui, puis la relève agricole est là aussi. Là. On est là pour aider à la décision. Alors, ben, on compte sur vous parce qu'il va falloir qu'on bâtisse quelque chose qui va fonctionner pour vous aussi. Oui. C'est pas à Ottawa ou à Québec qu'on va créer ce qui va fonctionner sur le terrain en Gaspésie. Et d'ailleurs, il faut comprendre que la réalité, ici sur la Rive-Sud, en Montérégie ou en Gaspésie ou à Shawinigan, comme notre ami Martin, il y a des différentes réalités. À la largeur du pays, il y a différentes réalités pour les prairies, la Colombie-Britannique et ailleurs. Donc, on va continuer de se parler, puis on va s'assurer que tu puisses réussir. Super. Merci, Léla. Oui. Je vais continuer de faire le tour, puis je vais revenir ici après. Bonjour, je me présente Jeannette Messier, présidente des agricultrices du Québec. Je suis productrice de sirop d'érable, asperges, bleuets en Corrèmes. Je fais aussi grande culture, pois de conserverie et maïs sucré de conserverie. Je vais faire du pouce sur la relève. Moi, j'ai 4 enfants. 4 se sont établis comme des relèves. Par le fait même, j'ai dû moi-même être une relève non apparentée de plus de 40 ans. C'est une autre facette. Par contre, il n'y a pas beaucoup de programmes qui viennent en appui à la relève de plus de 40 ans. Et on va le voir de plus en plus parce que les cédants cèdent de plus en plus tard. On voit la difficulté qui se présente. Donc, oui, il y a des programmes généraux, mais des programmes spécifiquement liés à la relève de plus de 40 ans, c'est-à-dire qui démarrent une entreprise après 40 ans. C'est plus rare au niveau fédéral ou provincial. Et puis, par contre, je ne veux pas pour autant minimiser tout ce qui est offert à la relève de moins de 40 ans. Ce sont des acquis, puis c'est nécessaire. Mais il faut quand même prendre en considération que lorsque souvent la relève s'implante, comme chez nous, bien souvent c'est la femme qui doit céder, puis souvent elle part une autre entreprise de plus petite taille, mais qui aurait quand même besoin d'appui. Donc, c'est ma réalité. C'est une belle réflexion. La réalité, c'est que c'est une bonne nouvelle que les gens vivent plus longtemps, ils vivent plus longtemps en santé et ils choisissent souvent de faire d'autres carrières après avoir travaillé dans des immeubles à bureaux dans un centre-ville pendant de longues années. Il y a bien des gens qui cherchent à retourner à la nature, à trouver un train de vie
meilleur. Et oui, les gens peuvent se réinventer après 40 ans, c'est certain. Donc, je vais être honnête, je n'ai jamais pensé aux préoccupations particulières à cette génération-là de gens, mais c'est sûr que avec le vieillissement de la population, avec les gens qui prennent des retraites de plus en plus actives, il va falloir qu'on y pense plus que les gens qui se retraitent pour être jardiniers. Bien, il y en a qui pourraient prendre leur retraite pour être producteurs agricoles carrément, et on devrait savoir les aider parce que la pénurie de main-d'œuvre et les défis qu'on a au niveau des emplois, des opportunités, on devrait s'y adresser. Alors, je vous remercie énormément de cette suggestion. Et de tout ce que vous faites aussi. Oui. En rouge, là. Bonjour, Luce Bélanger. Je viens de la région de la Capitale-Nationale. Moi, j'ai une ferme au nord de Québec. Je fais de la production de volailles. On a parlé avec Mme Bibeau. Elle connaît nos dossiers sur la grippe aviaire. Je n'embarquerai pas là-dessus. Ça a été un gros stress dans ma région. C'est encore un gros stress à la grandeur du Canada, mais ce n'est pas ma question. Je voulais vous parler aussi de l'Ukraine et du décret. Mais étant donné qu'on est en groupe, puis je voulais vraiment vous amener quelque chose qui est plus général, c'est-à-dire l'accaparement des terres. On le sait que les terres ici au Québec, c'est cher. Les acheter, c'est pas achetable, on l'a entendu, on le sait. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que on a la Commission de protection du territoire agricole. On a des gens qui achètent des terres pour faire autre chose que de l'agriculture sur leurs terres, dont des aéroports, des pistes d'atterrissage. Et c'est vraiment dans votre côté, au niveau du fédéral, que ça se gère. J'aimerais savoir si c'est possible, peut-être, d'aligner les mêmes pendules là, avec la commission, étant donné que c'est des terres agricoles, de les garder en agriculture, c'est important. Puis, comme je vous dis, c'est la balle est dans votre camp, fait que je vous l'envoie à réfléchir là-dessus. Non, absolument. Écoutez, je viens juste de parler ici à Longueuil avec la mairesse sur l'aéroport de Saint-Hubert. C'est sûr que des aéroports, ça amène du développement économique, mais c'est pas aussi évident que ça. Et d'assurer, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, Mirabel puis les terres agricoles, il y en a peut-être ici qui s'en souviennent bien de la situation. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut que les commissions fassent leur travail. Il faut qu'on s'assure de protéger les terres agricoles. On en aura besoin pendant longtemps. Et on veut que, justement, il y ait des opportunités de pouvoir avoir une population croissante. On veut continuer de développer économiquement. Ça va prendre plus de terrains agricoles et on va les protéger. Alors, je vous remercie de souligner ça. Puis, je vais en parler au ministre des Transports pour m'assurer qu'on fasse attention à ça puis on respecte les modalités en place. Là. Merci, Lys. Oui. En arrière. Bonjour, M. Trudeau. Marie-Claude me regarde. Vous m'avez ouvert la porte grand. Mon sujet, c'est les travailleurs étrangers. Vous vous appelez comment? Pardon? Je me présente, Catherine Lefebvre. Je suis copropriétaire d'une ferme maraîchère en Montérégie et copropriétaire d'une entreprise séricole à Montérégie aussi. Alors, vous le savez, pour nous, les travailleurs étrangers, c'est d'une importance capitale pour la survie de nos fermes. Sont importants pour nous, autant que l'importance pour vous d'avoir des employeurs de confiance. Des employeurs cow-boys, on n'en veut pas. Personne ici n'en veut. Personne est derrière eux. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on rencontre Marie-Claude. On aimerait avoir un système de reconnaissance pour les employeurs qui sont là depuis plusieurs années. Un style de Nexus passeport. Donc, ça nous éviterait les lourdeurs administratives qu'on a pour produire tous ces documents-là année après année qui reviennent à chaque année. Puis, en plus de ça, peut-être que ça nous donnerait un petit répit de Service Canada parce que cette année, j'ai été pigée au sort. Ça revient à peu près tous les ans. Ça m'a pris 4 jours de préparation de documents, dont à peu près 700 pages, à scanner, à envoyer. Ça m'a pris 2 autres journées d'entrevues téléphoniques. C'est ça, la réalité sur nos fermes. On est une entreprise familiale. Ma fille m'accompagne aujourd'hui. Puis, on est 4 dans l'entreprise propriétaire. On a 14 travailleurs étrangers. Fait que vous comprendrez que de passer une semaine complète
à préparer une inspection de Service Canada, je n'étais pas au champ en train de faire mon métier. Dernière chose, présentement, depuis 1 an, Service Canada a décidé de mettre des dossiers sur le hold quand ils ont un petit doute. Mais il y a certains agents qui ont des doutes plus faciles que d'autres. Donc, présentement, en période hivernale, c'est notre grande période à nous, dans le secteur maraîcher, de déposer les demandes. J'ai des téléphones de producteurs qui sont sur le hold, qui ne comprennent pas pourquoi, qui n'ont aucune raison, mais en même temps, les enquêtes Service Canada durent 6, 8, 10, 12 mois, avant qu'on ait quelques réponses que ce soit. Alors, ce qu'on vous demande aujourd'hui, moi, personnellement, est-ce que je pourrais avoir le sentiment que le gouvernement du Canada tient à son agriculture autant que moi, puis tient à ce que nos relèves aient le goût d'embarquer avec nous? Oui, absolument. Quelle belle question. D'abord, le principe d'employeur de confiance, c'est pas juste pour alléger votre paperasse, ça va le faire, mais ça allège notre paperasse aussi, là. T'sais, on a besoin de faire des traitements de dossiers en immigration, en travailleurs temporaires, en plein d'enjeux, et de savoir, d'avoir la preuve, oui, des vérifications légères régulièrement pour s'assurer que tout va bien, je comprends. Mais si quelqu'un travaille bien, de confiance et a des bons liens avec le milieu, je sais qu'au Québec, vous faites une meilleure job de concertation avec les organismes qui sont là pour la défense des intérêts des travailleurs. C'est des choses qu'ailleurs au Canada, on devrait vraiment apprendre. C'est un modèle pour moi qu'on devrait continuer de rehausser. On a besoin de travailleurs étrangers temporaires au Canada, particulièrement dans le milieu agricole. Et ce n'est pas juste un négatif, ça peut être évidemment très positif pour nous ici au Canada d'assurer la cueillette des fruits, les jobs qu'ils font, mais c'est aussi une façon de faire de l'aide internationale. Quelqu'un qui vient ici pour l'été retourne chez lui ou chez elle pour pouvoir vivre la vie de famille, avoir de l'argent pour investir, pour continuer leur ferme l'hiver. Il y a énormément de positifs là-dedans pour les deux bords. Il faut évidemment, c'est dans nos valeurs, il faut s'assurer que ces gens-là soient bien traités. Et c'est sûr que dans la vaste majorité des cas, c'est exactement ce qui se passe. Et de pouvoir reconnaître ça et de reconnaître que quelqu'un qui fait bien ça, 1 an, il n'y a pas énormément de chances qu'il fait ça bien depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, pas énormément de chances que ça se change d'un jour à l'autre sur ça, parce que justement, les gens comptent là-dessus. Ils ne veulent pas perdre cette capacité d'attirer des bons travailleurs étrangers temporaires de façon régulière et d'en avoir encore plus pour agrandir. Donc, pour moi, c'est une évidence que ça nous prend un programme comme ça. Je sais qu'on est en train de travailler très fort là-dessus avec Marie-Claude. Et sur l'enjeu un peu plus large de travailleurs étrangers temporaires, la donne a un petit peu changé au Canada depuis quelques années. Pendant longtemps, le défi, c'était le manque d'emploi. On ne voulait pas, là on parle moins de situation agricole, mais en général, dans notre économie, on ne voulait pas que les gens embauchent des travailleurs étrangers temporaires dans des jobs qui allaient enlever des opportunités à des Canadiens pour faire le travail. Évidemment, il faut qu'on ait des emplois pour nos jeunes. Mais on est maintenant dans une situation de pénurie de main-d'œuvre à quasiment tous les niveaux. Il y a une réflexion au niveau de l'immigration qui doit changer pour dire, OK, nous, on veut amener des gens pour remplir les emplois, pour créer des communautés plus fortes, pour amener de la richesse, pour augmenter la croissance économique pour nous tous. Il faut le faire de la bonne façon. Mais ça prend un changement dans notre réflexion au niveau de l'immigration. Alors, oui, on est en train de réfléchir à toutes sortes de façons pour améliorer, pour accélérer le processus de travailleurs étrangers temporaires, que ce soit au niveau de cycles de plus longue durée, de plus de flexibilité, de pouvoir travailler pour plus qu'un entrepreneur ou plus qu'un producteur. Il y a différents enjeux qu'on est en train de regarder, puis on va continuer de construire ça avec vous. Mais je comprends à quel point c'est important parce que ça démontre et ça prend
avantage, d'un de nos avantages en tant que pays, qu'on est ouvert au monde, qu'on est accueillant, qu'on aime ça travailler dans la diversité et qu'on veut aider à fournir de la nourriture de bonne qualité, pas seulement aux Canadiens, mais au marché mondial aussi. Je vous remercie énormément. Merci, Catherine. Une autre question? Oui, en arrière. Oui, non, oui. C'est moi? Oui. Bonjour, Stéphane Sansfaçon, producteur laitier dans la Naudière. Moi, là, j'ai 4 enfants. Alice, Rosalie, Emma, puis Théo. Puis là, je regarde aller la gestion de l'offre, puis on en perd tout le temps. Puis là, on a tous les coûts qui embarquent avec ce qui arrive avec l'Ukraine. Puis là, je me dis, est-ce que je suis intéressé à encourager ma relève à continuer ce que je fais? Parce qu'on perd tout le temps des plumes dans la gestion de l'offre. J'aimerais avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider pour que je sois encouragé à ma relève? Oui, on y va. Parce que, tu sais, la production de lait, ça a été longtemps, c'est la vache à lait, mais c'est plus ça. L'argent n'est plus là à faire dans le lait. On se diversifie. Tu sais, je vais faire d'autres choses. Là, on va se lancer dans le fromage. Tu sais, on trouve d'autres outils, mais j'aimerais ça que le Canada, que vous puissiez faire quelque chose pour que la gestion de l'offre puisse rester, pour pouvoir dire à la relève, oui, on va continuer, on a un bon outil pour dire que vous pouvez continuer, puis peut-être aussi changer les règlements. Tu sais, la réciprocité des autres pays, d'avoir la même chose, la même qualité, ça fait des années qu'on se bat, nous, avec le lait canadien de qualité. Bien, on aimerait ça que ça soit respecté un pays envers l'autre. Merci Stéphane. Écoute, au niveau de la gestion de l'offre, on a eu à défendre la gestion de l'offre de façon extrêmement sérieuse contre un président américain, l'ancien, je ne veux pas mentionner son nom, qui voulait l'éliminer. Il s'était donné comme but de s'attaquer directement et de changer le système canadien pour qu'on n'ait plus de gestion de l'offre. Évidemment, les Américains, tout le monde soutient leurs agriculteurs de différentes façons. Eux, ils le font avec des subventions massives. Nous, on a choisi de créer un système de gestion de l'offre parce que ça donne la stabilité, ça offre la prévisibilité et c'est quelque chose qu'on a su défendre contre un président américain qui était parmi les plus protectionnistes qu'on aurait pu jamais voir. Et on a vu à quel point la gestion de l'offre est importante, pas seulement pour les producteurs laitiers, mais pour tout le milieu agriculturel, tout le milieu agricole, parce que ça donne un élément de stabilité sur lequel les autres et la communauté peut se reposer. On sait aussi que c'est garant de qualité, c'est garant pour la relève aussi. Je comprends à quel point c'est cher, oui, avec les intrants et les coûts qui circulent maintenant. On est aussi en train de vivre un moment où les consommateurs buvent moins de lait. Mais j'ai encore énormément de confiance dans notre système de gestion de l'offre et je peux vous garantir que mon gouvernement et je pense, de ce qu'on a vu, les gouvernements de tous les autres partis vont aussi continuer de protéger la gestion de l'offre. Parce que l'alternative, ce serait d'offrir des subventions massives à nos producteurs. Et ça se fait dans certains autres milieux. Mais nous, on a un système qui fonctionne, qui a très bien fonctionné pendant 40 ans et qui va continuer de fonctionner. Donc, je ne sais pas comment, tu sais, c'est les paroles que tu veux être rassuré, mais les gestes qu'on a posés pour garantir qu'on va défendre la gestion de l'offre, les compensations qu'on a offertes liées à la renégociation de l'ALENA. Et je vais être honnête, on a pu renégocier un très bon deal pour l'ALENA, pour l'ensemble de l'économie canadienne, mais parce que le président visait en particulier les producteurs laitiers, il a fallu qu'on compense nos producteurs dans les secteurs de gestion de l'offre pour pouvoir avoir le deal qu'on a eu. Ça a été, tout d'abord,
de continuer d'avoir un traité de libre-échange avec notre plus grand marché, avec les États-Unis. C'est essentiel pour l'ensemble des Canadiens, de l'économie canadienne. Mais parce qu'il s'est pris directement à la gestion de l'offre, on a offert des compensations très généreuses. Mais c'est l'économie canadienne qui en bénéficie en général. Et la promesse que j'ai faite après avoir négocié ça, la promesse que j'ai faite à tous les Canadiens, et surtout aux producteurs, c'est que plus jamais, dans n'importe quelle autre négociation de libre-échange avec le monde, est-ce qu'on va remettre en question ou remettre sur la table la gestion de l'offre. Ça ne se fera plus. Alors, vous avez eu à donner au fil des dernières années, parce que oui, effectivement, avec nos proches, ça a été un défi. Mais là, on est arrivé à un point de stabilité. Il y a même un projet de loi à la Chambre des communes qui veut codifier cette promesse que j'ai faite pour que les gouvernements futurs soient obligés de tenir à cette promesse-là, de ne plus remettre en cause la gestion de l'offre. Et on va voter, on va l'appuyer à 100 % parce qu'on est là pour défendre la gestion de l'offre. Et ce n'est pas juste une théorie, c'est une solution que le Canada a décidé de mettre sur pied pour assurer la stabilité, la prévisibilité et la réussite dans nos systèmes agricoles. C'est un choix qu'on a fait il y a plus que 40 ans. C'est un choix qui fonctionne très bien. L'alternative, quels que soient les économistes un peu plus conservateurs, c'est minuscule, qui n'aiment pas la gestion de l'offre pour toutes sortes de raisons. Ça intervient avec le marché. La réalité, c'est que si on n'avait pas ça, il faudrait créer quelque chose d'autre, d'équivalent, qui serait plus cher pour assurer la continuité de nos producteurs laitiers, de nos productions agricoles. Ça, c'est ce qu'ils ne soulignent jamais quand ils disent « Ah non, on devrait éliminer la gestion de l'offre ». De façon très pragmatique, c'est un système qui fonctionne, que nous allons toujours défendre, parce que, en tant que pays, je pense qu'on va toujours prendre la décision, prendre la position que nous avons besoin de producteurs en santé, de relève en santé, de gens qui continuent de vouloir faire ce travail dans un pays qui n'a pas toujours les meilleurs avantages météorologiques, mais c'est un choix qu'on fait que non, on veut pouvoir toujours appuyer nos agriculteurs et on va toujours le faire. C'est sûr que tout gouvernement va vouloir pouvoir aider les gens juste au bon montant pour pouvoir aider tout le monde. Mais cette crise, ces défis qu'on est en train de vivre, cette réflexion que la relève est en train de prendre, est-ce que je veux vraiment me lancer là-dedans? En tant que pays, on a besoin que tes enfants disent oui, au moins un, sinon plusieurs, disent oui, on veut être producteur. Et pour faciliter ça, pour s'assurer qu'ils vont faire ça, entre autres, on va toujours défendre la gestion de l'offre. Merci, Stéphane. Autre question? On commence à accélérer. Oui, en rouge. Oui, vous, monsieur. Oui. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Daniel Abel, je suis producteur laitier et de grains dans la région du centre du Québec. Mon propos va tourner autour de l'inflation. Je vous prends un peu la balle au bon. D'entrée de jeu, vous avez signifié que vous étiez en réflexion pour voir un peu qu'est-ce que vous allez faire avec les prêts qui ont été avancés dans le cadre de la pandémie. Il ne faut juste pas perdre de vue que ces avancées d'argent-là qui ont été faites aux entreprises étaient pour répondre à une problématique occasionnée par une pandémie. Là, on est dans un cadre d'une problématique inflationniste qui est, toute proportion gardée, là, carrément, c'est même pas mesurable. Je vous donne quelques éléments. Au niveau de mon coût d'opération chez nous, c'est 40 % de plus que ça me coûte juste en frais d'opération de mon entreprise. Ça inclut, bien entendu, le carburant, les intrants, les frais de transport. Et à ça, j'additionne un impact qui est quand même majeur. Pour être en production agricole, avant la pandémie, les chiffres qu'on avait révélaient que 6 $ d'investissement étaient nécessaires pour obtenir 1 $ de revenu. Aujourd'hui, je n'ai pas la règle précise, mais je me risquerais à avancer qu'on doit être autour de 9. Alors, imaginez la pression que ça vient créer.
Additionnez à cet élément-là le fait que les intérêts, la conséquence chez nous, toujours 300 % d'augmentation en un an. Tous ces éléments-là additionnés ensemble nous amènent dans un contexte où est-ce que, ça a été dit plus tôt par la madame de la Gaspésie, là, on va se river le nez dans le mur assez d'aplomb. Puis, comment est-ce qu'on nous amènerait un prêt avec un refoulement, une échéance repoussée? Ça ne nous aide pas. Il faut que l'État réfléchisse à vraiment supporter son agriculture. Ma question, M. Trudeau, quels sont les moyens qu'on peut envisager de votre part pour s'assurer d'avoir une agriculture qui va passer au travers de cette crise-là, qui supporte le tissu social de tout le pays? On ne se le cachera pas. Oui. Non, merci beaucoup, c'est très bien dit. Bien, écoutez, on a été là pour appuyer les gens pendant la pandémie parce qu'on savait que c'était nécessaire pour qu'on puisse passer à travers et reprendre après. On savait, on espérait que la pandémie allait être une crise ponctuelle, limitée dans le temps. On allait pouvoir développer des vaccins, on l'espérait, on l'a fait rapidement. Et on a passé à travers. Puis notre préoccupation dans la pandémie, justement, ça a été d'appuyer les gens de façon adéquate, même de façon généreuse, pour que la reprise, la relance économique soit rapide, pour que les gens aient la confiance de savoir qu'ils pouvaient rester chez eux sans emploi et quand même payer leur loyer, payer l'épicerie, pas se mettre à risque en travaillant dans le noir ou en étant au noir ou étant ailleurs. Et à cause de ça, on a eu une pandémie moins mortelle et moins grave que la plupart d'autres pays qui n'ont pas eu le niveau d'aide que nous, on a eu. Même chose pour la reprise économique. On a repris plein emploi beaucoup plus rapidement que les États-Unis l'ont eu. Et c'était en partie parce que, pour les petites entreprises, pour les commerces, pour les travailleurs, pour les familles, on a pu les appuyer pour que la relance économique d'après la pandémie, ça a été aussi facile que de rallumer les lumières puis appeler les employés qui rentrent, là. Plutôt que de repartir de zéro une nouvelle entreprise parce que vous avez dû complètement fermer pendant la pandémie, ce que beaucoup d'autres pays ont vécu beaucoup plus que nous. Je sais que ce n'est pas ça ta question, mais le principe est là. Si on appuie de la bonne façon les gens pendant un moment de crise ponctuelle, la reprise est plus rapide et plus positive et on va être en bonne position pour les défis à venir. Il faut regarder un petit peu la crise de l'inflation qu'on est en train de vivre un peu de la même façon. C'est une crise ponctuelle liée à une couple de différentes choses. D'abord, la rapidité de la reprise économique d'après la pandémie. L'économie a été très forte, mais les chaînes d'approvisionnement à travers le monde étaient encore stressées depuis longtemps. Alors, il y avait une plus forte demande pour les produits qui n'arrivaient pas et ça a fait monter les prix. On a eu une guerre en Ukraine, l'invasion illégale de la Russie, qui a mis l'Europe sous une crise énergétique énorme. Ils ne voulaient plus acheter leur gaz naturel, leur pétrole de la Russie. Et donc, il y a eu une hausse épouvantable du prix des carburants, pas seulement en Europe, mais à travers le monde. Les défis avec les engrais, par exemple, qui étaient dépendants sur la Russie, ça a été un autre enjeu qu'on est en train de régler. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles l'inflation est arrivée. Souvent, l'inflation, ça arrive de façon interne à un pays ou interne à une économie. Ça, il y a eu plein de causes externes à ça. Et pour réduire l'inflation, il y a vraiment très peu d'outils pour le faire. Un des outils, c'est d'assurer que les chaînes d'approvisionnement reprennent, qu'on puisse reprendre le libre cours de marchandises, d'intrants, de façon moins bloquée que ce que ça a été pendant la pandémie. On peut trouver des alternatives et on est en train de voir ça au niveau du commerce mondial. Les coûts de transportation et de transport et d'intrants diminuent peu à peu. Il y a aussi l'outil qui est l'outil que la Banque du Canada a, de monter les taux d'intérêt
pour calmer un peu l'économie qui chauffe plus vite que ce qu'on peut accommoder. Ça a fonctionné, mais là, on se retrouve dans un moment où les taux d'inflation sont élevés et les taux d'intérêt sont très élevés aussi. Puis ça met une pression énorme sur les gens, particulièrement dans le milieu des producteurs agricoles, parce que vous n'avez pas la flexibilité que d'autres ont. Vous êtes pas mal pris là où vous êtes avec les technologies que vous savez, et ça met énormément de stress. Le défi que nous, on a en tant que gouvernement, c'est qu'on doit aider de façon ciblée pour contrer l'inflation. Si jamais on se dit « Oh non, l'inflation, c'est super difficile », on va envoyer 1 000 $ à chaque citoyen pour qu'il puisse acheter plus d'épicerie. Instantanément, l'inflation va augmenter, doubler, tripler. Ça ne marche pas comme ça. Alors, ce qu'on a pu faire cet automne, par rapport à l'inflation en général, on a ciblé un doublement du retour on a doublé le retour de la TPS pour 11 millions de Canadiens qui en avaient besoin, les aînés, les jeunes, des gens à faible revenu. On a amené un programme de soins dentaires pour les enfants qui va être là aussi pour les aînés à partir de l'année prochaine, parce que ça allait aider dans les pressions. On a réduit les coûts de garderie à travers le pays. On va voir la création de places en garderie ici au Québec. On a trouvé des choses qui allaient aider et alléger le fardeau des familles, mais de façon ciblée pour que la Banque du Canada ne dise pas « OK, non, ils sont en train d'investir de façon à augmenter les pressions inflationnistes ». Donc, il faut être ciblé là-dedans. L'autre enjeu, c'est qu'on sait que l'inflation commence à baisser. Déjà, on l'a vu, on vient de voir un 5,9 %. L'inflation qui commence par un 5, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas là encore pour les aliments, pour les emplettes, les gens sont encore sous beaucoup de pression à ce niveau-là, mais on s'en va dans la bonne direction. On espère aussi que la Banque du Canada va continuer de garder les taux où ils sont et on espère les voir baisser dans les mois à venir. Mais on est pris dans ce moment maintenant où il y a énormément de pression. Alors, ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de façon ciblée pour aider les gens à tenir bon maintenant, pendant les mois à venir, pendant les 6 mois à venir, peut-être pendant l'année à venir. Parce que une fois qu'on va sortir de la situation d'inflation et de très haut taux d'intérêt où on est maintenant, l'économie canadienne est en très, très bonne position. C'est juste de savoir, il y a des gens qui regardent la situation de l'économie mondiale qui est au ralenti maintenant, qui est en train de ralentir. Il y a une peur d'une récession, peut-être moins au Canada, mais la grande caractéristique des récessions qui font extrêmement mal à la population, c'est des pertes d'emploi. Ces gens perdent leurs emplois, ils ne peuvent plus payer leur loyer, ils ne peuvent plus payer leur hypothèque. On se retrouve dans un moment de baisse d'activité économique qui fait mal à tout le monde. Le ralentissement économique qu'on est en train de voir maintenant, on pense, ne va pas avoir cet impact en termes de perte d'emploi, particulièrement au Canada. Et une des meilleures façons à pouvoir tenir bon dans les moments difficiles, c'est qu'une grande partie de la population, une grande majorité de la population ait de bons emplois. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on doit tout d'abord reconnaître que c'est très difficile maintenant, mais ça ne va pas l'être dans 6 mois, dans un mois, ça va beaucoup moins l'être dans 6 mois, dans un an. Et quand on regarde comment le Canada est positionné avec nos ressources naturelles, avec la qualité de notre production agricole, avec l'immigration qui continue de faire croître notre population, avec les innovations scientifiques, avec notre leadership en matière de lutte contre les changements climatiques, avec notre potentiel qu'on est en train de transformer notre capacité de produire du pétrole, du gaz naturel, de la décarboniser de plus en plus et de développer les alternatives dont le monde va avoir besoin dans un monde carboneutre en 2050, le Canada est hyper bien positionné.
Et d'ailleurs, même avec tous les défis qu'on a eus, avec tous les investissements qu'on a faits au niveau du fédéral depuis quelques années pour aider les gens à passer à travers la pandémie, on a le plus petit déficit de tous les pays du G7. On a la meilleure situation économique en termes de dette comme taille de notre économie que la plupart de nos pays pairs à travers le monde. On est réellement bien positionné. Et ce n'est pas juste le premier ministre actuel qui le dit, parce qu'évidemment, on est toujours un peu méfiant par rapport aux politiciens. Il y a des... Je le sais. Mais il y a des agences à l'international que leur job, c'est d'établir la cote de crédit, le score de crédit des différents pays. Il y a juste 3 pays au monde qui ont une cote triple A des agences de crédit dans le monde. Il y a les États-Unis, parce que c'est une économie de réserve, c'est une monnaie de réserve. Il y a l'Allemagne. Ensuite, il y a le Canada. On est dans une situation fiscale extrêmement positive. Alors, on a les ressources pour pouvoir passer à travers. Alors, pour moi, ce que je suis en train de travailler avec Marie-Claude et d'autres, c'est, et on est en train aussi de travailler avec les provinces là-dessus, parce qu'une des choses qu'on a vécues dans la pandémie, c'est que le gouvernement fédéral a tellement investi pendant la pandémie, 8 $ sur 10, c'était du fédéral pour aider à passer à travers la crise. Les provinces se retrouvent maintenant dans une position fiscale nettement meilleure que le gouvernement fédéral. Alors, on va travailler avec les provinces pour s'assurer qu'on est en train de protéger les gens vulnérables qui ont besoin de plus d'aide pour passer à travers ces moments-ci. Et comme vous dites très clairement, les producteurs agricoles sont particulièrement vulnérables dans cette situation de défi. Alors, pour moi, la grande priorité, c'est de m'assurer que la façon qu'on va pouvoir vous aider ne va pas alimenter une nouvelle crise inflationniste, mais qui va vous permettre de pouvoir tenir bon pour qu'on passe à travers de ces mois difficiles. Mais je ne veux pas trop vous en mettre, mais vous êtes producteur agricole, vous savez qu'il y a des bonnes années, des mauvaises années. On est en train de vivre une très mauvaise année, pas à cause de la météo, mais à cause du contexte autour de nous. On va être là pour vous appuyer parce qu'on a besoin que vous soyez là et que la relève soit là pour les années, les décennies, les générations à venir. Oui, bien sûr. Oui. À l'heure actuelle, on est dans une situation où les entreprises sont extrêmement critiques. Il y a peut-être un de mes confrères qui prendra la parole plus tard, là, mais qui nous a révélé la semaine passée qu'il y avait plusieurs entreprises de sa région là, que les clés sonnaient. Là. Ils s'apprêtaient à aller les remettre aux banquiers. Là. Alors, il y a une situation critique. Vous l'avez bien dit, il y a peut-être une action ciblée qui doit être faite, mais il y a un côté urgent dans l'intervention. Merci. Merci d'avoir partagé ça. J'apprécie énormément. Oui. Merci. Alors, David Duval, je suis éleveur de porc dans la Montérégie. Je représente les éleveurs de porc du Québec. J'ai 2 points à vous interpeller. Là, vous l'avez amené, c'est la chaîne d'approvisionnement et la sécurité alimentaire. Et je vais vous interpeller sur le 2e point en premier. Vous allez voir, ça va vous aider pour le premier point. Là. J'ai hâte que le gouvernement fédéral mette l'agriculture comme une sécurité nationale et qu'il le mette parce que ça va aider à mettre tout en place les programmes pour soutenir les producteurs dans des moments qu'on a vécu dans les dernières années là, et qu'on vit encore présentement. Alors, la journée que le gouvernement fédéral va mettre au centre de toutes ces politiques, la sécurité nationale et que l'agriculture en fait partie, là, on va être capable de voir un peu mieux venir, d'avoir de la prévisibilité. La chaîne d'approvisionnement a été malmenée au cours des dernières années, là, que ce soit par des grèves, chemin de fer, le propane, les ports, les ponts qui ont été fermés. Et tout ça, ça a un impact des centaines de millions par semaine qui ont été perdus. Et c'est les agriculteurs comme moi, comme tous ceux qui sont ici, qui ont perdu ça. Parce que ça nous revient tout le temps à la fin. C'est nous qu'on écope. Et on produit quelque chose, on se positionne aujourd'hui pour, dans 9 mois, avoir un retour avec qu'est-ce qu'on va avoir produit. Pour d'autres, c'est dans 6 mois. Pour d'autres, c'est dans 2 ans. Mais c'est sûr et certain qu'il ne faut pas qu'on soit impacté. Alors, la sécurité alimentaire doit être nationale, elle doit être décrite
dans un projet de loi, elle doit avoir une force. Et la chaîne d'approvisionnement, il faut absolument que soit que vous nous soutenez lors d'impact et que vous ne pouvez pas faire fermer, arrêter une grève ou ainsi de suite. Il faut que vous soyez capable de venir soutenir ces producteurs-là parce que c'est nous autres qu'on en fait les frais. Et on parlait de plusieurs personnes qui vont mettre peut-être la clé dans la porte. Moi, je peux vous le dire, je fais le tournée de région présentement, là, et c'est des centaines de familles qui m'ont dit qu'ils voulaient arrêter. Parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, parce qu'ils font les frais de tous ces impacts-là. Et pour eux autres, c'est important qu'on les soutienne. Merci. Merci pour ça, David. Non, j'entends, je veux prendre plus de questions aussi pour la fin, mais on est en train de travailler là-dessus. Je comprends tout à fait l'urgence. Et Marie-Claude est toute contente que j'entends tout ça parce que c'est ce qu'elle me raconte depuis longtemps et on prend des actions, mais on va continuer d'en prendre parce qu'on a besoin. Il y a quelques années, le président américain, avant celui-ci, il n'y a pas Voldemort, là, je veux dire, c'est M. Trump, avait décidé que l'importation d'acier du Canada était un enjeu de sécurité nationale. C'était complètement farfelu, mais c'était un outil qui n'a pas vraiment bien marché dans cette situation-là. Alors, je suis toujours hésitant un petit peu à appliquer la sécurité nationale comme encadrement. Mais c'est sûr que suite à la pandémie, l'autosuffisance, la résilience, la capacité de se nourrir en tant que pays devient quelque chose de bien plus important. Puis je suis très intéressé d'en entendre plus sur qu'est-ce que ça voudrait dire. Parce que c'est juste, si on passe juste un projet de loi, dire c'est la sécurité nationale, OK, mais si on ne suit pas avec l'encadrement ou les investissements nécessaires, c'est bien beau à dire, mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Puis avoir des discussions là-dessus, je pense que ça pourrait être très intéressant, mais on a un besoin d'agir dans le court terme aussi. Ça, je l'entends clairement. Merci. On commence à arriver à la fin, donc je vais prendre vous comme question, puis peut-être une dernière question là. M. Trudeau, merci de votre passage. Yves Laurencel, je suis le dernier producteur de bovins dans l'Est, sur la rive nord du Saint-Laurent. Je suis producteur de bleuets, puis je suis producteur de bois. J'appuie le propos de mon ami Abel de tantôt, mon confrère, parce que chez nous, dans la région, moi, je suis le président aussi de la Fédération de la capitale nationale Côte-Nord. Madame Bibeau, merci de votre passage chez nous cet automne dans la crise de la grippe aviaire. Tantôt, Daniel il a mis la table avec vous en disant ça prend des programmes d'urgence. Chez nous, là, c'est chez nous, la région, où il y a des clés qui sont sur le coin du bureau du banquier. Ce n'est pas une question de 6 mois, d'1 an, c'est 2 mois. Puis l'automne passé, pendant mon AGA, ma travailleuse de rang venait faire une intervention. Elle est arrivée en retard parce qu'il y a un jeune qui était découragé, puis s'est passé à la corde dans le coup d'après-midi. Je m'excuse de vous dire ça aujourd'hui, mais l'histoire, il faut que je vous la raconte, c'est ma réalité à moi. Petit jeune s'est passé à la corde. Heureusement, ses parents l'ont trouvé, ils l'ont décroché, ils l'ont rentré à l'hôpital, ils ont intervenu. Heureusement. Puis moi, j'ai peur que dans ma région, c'est ce qui va arriver dans les mois à venir, parce que les fermes familiales, là, c'est une question de cœur, hein? C'est viscéral. Puis faire faillite demain matin, puis perdre l'entreprise de tes grands-parents, de tes parents, puis c'est toi, là. Moi, je pense que si ça m'arrivait dans mon cas, moi, je ne sais pas comment je réagirais, parce que j'aurais l'impression de trahir ma famille de ne pas avoir réussi. C'est pas la faute des gens qui travaillent, c'est la faute, c'est la crise qu'on vit. Moi, je vous le dis, M. Trudeau, il faut avoir une aide rapide. Je comprends votre histoire d'inflation. Tu sais, je vous comprends, puis ça doit être drôle d'être le père de 32 millions de personnes au Canada. Je sais que ça ne doit pas être drôle. Mais aujourd'hui, moi, le cri du cœur que je peux vous lancer là, au nom de mes producteurs chez nous qui ont été sur le bord de la porte, puis je ne sais pas ce qui va arriver, là, ça nous prend une aide rapide. Ça nous prend une intervention rapide. Puis je sais que vous êtes un premier ministre qui a à cœur l'environnement. Vous avez parlé de changement climatique. Ben moi, chez nous, dans ma région, là, on n'a même plus de moyens d'investir en environnement parce qu'on y va à priorité. Puis la priorité, bien, on ne sait plus ce qu'elle est. C'est-tu des paiements? C'est-tu de nourrir la famille? C'est-tu de maintenir la ferme? On ne le sait plus. Ça nous prend une aide d'urgence, M. Trudeau. Compris. Merci.
Merci beaucoup, Yves. J'apprécie énormément et j'entends. Je sais à quel point ces dernières années ont été extrêmement difficiles pour la santé mentale de quasiment tous les Canadiens. Puis on le voit manifester, s'articuler de plein de différentes façons. Mais je l'entends de façon, et je le vois de façon particulièrement aiguë, cette crise au niveau de l'anxiété ou de l'incertitude sur nos producteurs agricoles. Et je vous entends et on va y travailler. Merci. Dernière question ce soir. Monsieur. Une belle cravate comme ça, je ne pouvais pas m'en passer. Bonjour, Monsieur le ministre. Gaétan Boudreau, président des producteurs forestiers du Québec et producteurs forestiers par la même. Nous, on vous interpelle un peu. On va vous féliciter pour votre 2 milliards d'arbres à planter. Mais on voit des petites bémols là-dedans parce que nous, on va cultiver notre forêt, pareil comme mes profs ici qui vont cultiver. Puis cultiver notre forêt, pour nous, ben, c'est de reboiser, c'est de les entretenir, puis après ça, on les récolte. Puis on trouve ça dur de planter notre forêt, puis plus s'en occuper. Puis aussi, les planter dans les friches, ben moi, je ne veux pas me faire tirer des tomates par mes compatriotes, parce qu'ils veulent les avoir aussi, les autres, pour planter du blé, planter toutes sortes de choses. Fait que c'est pour ça que il faudrait peut-être regarder les paramètres de ça, pour qu'on puisse travailler avec vous, puis qu'on les plante. Puis peut-être me dire quand est-ce que, je sais que là, vous êtes en train de pour parler avec le gouvernement du Québec, mais voir un peu où est-ce que ça en est rendu. Puis il y a une autre chose, un autre point, c'est sur le régime d'investissement sylvicole qu'on aimerait bien mettre en place avec votre gouvernement pour donner la chance de faire plus de sylviculture puis plus de choses en forêt. Ouais, super. Ben, on va faire un suivi sur ce deuxième élément, sur les investissements. Mais par rapport à la plantation de 2 milliards d'arbres, on sait que c'est quelque chose qu'on peut faire pour contrer les changements climatiques, pour stocker le carbone. C'est quelque chose qui va être hyper important. Mais les gens entendent 2 milliards d'arbres et disent « Mon Dieu, c'est beaucoup ça ». Ben, l'industrie forestière au pays plante à peu près 650 millions d'arbres par année. C'est déjà énorme, mais c'est fait pour la plantation, pour l'industrie forestière. Moi, ma réflexion au niveau de 2 milliards d'arbres, c'est qu'il y a bien des endroits où on peut planter des arbres en plus dans les milieux urbains ou banlieues, le long des routes, le long des fermes. Il y a beaucoup d'endroits, on a de l'espace au Canada où d'aucune façon est-ce qu'on pense qu'il y aura des impacts néfastes sur ce que vous faites déjà dans l'industrie forestière. Je comprends que les gens en parlent beaucoup. Ah, 2 milliards d'arbres, on est rendu où? On est encore tout à fait dans le plan pour pouvoir avoir 2 milliards d'arbres. Évidemment, ça prend, comme vous savez, quelques années pour commencer le programme, pour créer les pousses, pour commencer à planter. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. On a le deuxième plus grand territoire géographique sur la planète en tant que pays. On a une responsabilité, une capacité d'aider. Et on va le faire. Mais on va le faire en travaillant en partenariat avec ceux qui sont déjà experts dans la gestion de nos forêts, dans la plantation d'arbres et dans la quête d'un meilleur environnement pour tous dans les années à venir. Alors, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je vous remercie tous d'avoir passé un peu de temps avec moi ce soir. Je sais qu'il y a sûrement beaucoup d'autres questions et commentaires, mais je vous encourage de parler à votre excellente ministre Marie-Claude, qui est toujours là pour vous et qui, comme je peux vous dire, me rapporte toutes ses préoccupations et donc toutes vos préoccupations. Mais je veux que vous quittiez ce soir avec 2 choses en tête. D'abord, que vous avez été entendu. J'ai entendu tout à fait et je comprends à quel point on est dans un moment difficile pour les producteurs agricoles. Et c'est un moment, c'est une vie qui n'est pas facile de choisir d'être producteur agricole, mais c'est quelque chose qui vous passionne, que vous sentez de façon profonde. De toute façon, comme tout Québécois, là, mon arrière-grand-père était agriculteur. C'est une tradition de famille pour nous tous. On comprend à quel point c'est important et ça a de la valeur
incroyable ce que vous êtes en train de faire. Et il y a bien des gens qui l'ont redécouvert pendant la pandémie, à quel point c'est important d'avoir de la bonne production locale sur lesquelles on peut fier en tant que pays. J'entends à quel point c'est difficile. J'entends aussi à quel point il faut agir rapidement là-dessus. Et je vous dis que vous êtes entendus. Mais je veux aussi que vous compreniez à quel point il y a une valeur profonde qui n'est pas assez reconnue par les Canadiens, mais qui devrait l'être dans ce que vous faites. Le travail que vous faites en tant qu'agriculteur, en tant que producteur, là, le Canada est tout à coup rendu un des pays les plus urbains dans le monde. On est 80% à vivre dans des villes. Et on oublie des fois à quel point vous êtes important, pas seulement pour la qualité de vie qu'on a ici au Canada, mais pour notre identité. Le Canada est un pays de géographie, pas nécessairement autant d'histoire. Et vous vous en occupez. Quand on parle de changement climatique, et je comprends ce que tu disais, Yves, que ce n'est pas la grande priorité, sauf que ça l'est en même temps, je le sais, parce que s'occuper de vos terres, des grands-parents, des arrière-grands-parents de cette histoire, on veut préserver notre environnement, notre milieu, notre monde pour les générations futures. C'est pour ça que l'innovation qu'on est en train de voir, les investissements que vous faites, le travail que vous faites pour trouver des meilleures façons de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est essentiel. Et je veux vous dire que vous êtes vus, vous êtes appréciés, et vous êtes important pour notre pays, pour notre avenir. Et je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites. Merci, mes amis.